Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que les faits divers, ça arrive toujours très loin de chez vous, dans un coin un peu isolé? Eh bien, moi aussi je me suis posé cette question. Et j'ai décidé d'y répondre aujourd'hui. Je vous propose de me suivre dans un tour de France un peu particulier. Un tour de France criminel. Dans cette vidéo, je voudrais vous raconter l'histoire de Magali Parr. Une affaire qui date de plus de 20 ans déjà, mais qui n'a toujours pas été élucidée à ce jour. Mais pour vous raconter cette histoire, il faut vous présenter un petit peu le décor. Nous sommes à Ornex, petite commune du pays de Gex, qui compte aujourd'hui près de 5000 habitants. Sauf qu'au moment des faits, cette commune, limitrophe de la Suisse, est moitié moins peuplée. C'est un endroit paisible, entouré de verdures et de montagnes. Magali est née à 1 heure de route d'Ornex environ, le 17 janvier 1982, et elle grandit dans l'Ain. Aînée d'une fratrie de 5 enfants, d'une famille modeste, elle est très marquée à l'adolescence par la séparation de ses parents. Mais tous ses proches continuent de la décrire comme jolie, belle, joyeuse et pétillante. Une jeune femme avec l'avenir devant elle. Le 12 juillet 1998, un événement marque la France. La victoire des Bleus en Coupe du Monde de football. À cette occasion, lors d'une fête le 15 juillet, elle rencontre Geoffrey. Elle va tomber immédiatement sous le charme de cet homme, âgé de 4 ans de plus qu'elle. Sauf que l'adolescente vit alors chez sa mère qui n'apprécie pas du tout cette relation. Elle a connaissance du passé de Geoffrey qui est pour le moins trouble. Originaire du Nord, arrivé dans la région à peu près à l'âge de ses 10 ans, il est le deuxième d'une fratrie de 3 enfants et est régulièrement victime des violences de son père, en prise avec l'alcool. Il va se rebeller et sera placé par le juge des enfants de Bourg-en-Bresse et vivra très mal ce placement. Et pour cause, il ne comprend pas pourquoi c'est lui qui est placé, et va devenir à son tour violent. Il sera d'ailleurs condamné à effectuer quelques jours en prison pour violence conjugale sur une ex-compagne. Retour en 1998, Geoffrey perd cette année-là sa mère, et c'est à ce moment-là qu'il tisse une relation très particulière avec Magali. Il ne lui cache pas son passé, ni à sa famille, et la mère de Magali y voit alors un danger. Elle refuse catégoriquement cette relation. Magali, folle amoureuse, n'a plus qu'un seul choix, partir vivre chez son père et sa belle-mère, qui eux aussi sont au courant du passé de Geoffrey, mais l'accepte. Le 23 décembre 2000, le couple se marie, en l'absence de la mère de Magali qui refuse toujours cette union. Certains de ses proches vont aussi dénoncer cette relation, dénoncer le changement de comportement de Magali qui semble sous emprise, ne plus être totalement la même personne lorsqu'elle est avec lui. Mais d'autres proches de Magali vont, eux, estimer qu'elle a toujours voulu fonder sa propre famille et ne sont donc pas étonnés de cette relation rapide. Malheureusement, le couple n'aura pas le temps de couler des jours heureux très longtemps. Le 26 mars 2001, un lundi matin, Geoffrey part travailler et il quitte sa femme aux alentours de 6h25. Magali a son programme de prévu. Elle doit sortir promener la jeune chienne du couple, passer acheter des cigarettes et ensuite aller travailler au bricorama de Cécy. Sauf que lorsque Geoffrey rentre du travail à 16h30, il constate que sa femme n'est pas là, ni la chienne. Étrange, car toutes deux devraient être rentrées. Plus inquiétant, il observe la maison et constate que rien n'a bougé. Ce qui voudrait dire que Magali ne serait finalement jamais rentrée. Inquiet, il va donc appeler une collègue de Magali, qui lui confirme qu'elle n'est pas venue travailler. Alors il appelle le père de Magali, Eric, pour vérifier si elle est venue chez lui. Elle n'est pas là non plus. La mère de Magali sera prévenue, et son instinct va lui dicter d'immédiatement foncer chez sa fille. Elle racontera que Geoffrey ne l'a pas laissée rentrer dans la salle de bain, et l'a plutôt poussée vers la sortie. Faute de piste, l'époux déclare officiellement la disparition de son épouse. Et il décide de partir faire une battue avec un ami du couple, appelé Roméo. Il va donc chercher son épouse dans la forêt, dans les talus, derrière des poubelles. Il recherche désespérément sa femme jusqu'à 5h du matin. Le lendemain, le 27 mars 2001, un promeneur part en quête de champignons près de chez lui. Il se trouve à Vulbens, une commune située à environ 30 km d'Ornex. Vers 11h, alors qu'il observe la nature, il finit par réaliser ce qu'il est en train de fixer réellement. Un cadavre. La police arrive sur les lieux rapidement et constate la présence d'un corps qui est particulièrement abîmé, dévêtu et surtout calciné. Sur place, on retrouve plusieurs choses. Un mégot de cigarette, des emballages de confiserie, un couteau planté dans un arbre, et de façon plus curieuse, un jerrycan vide, situé dans une poubelle à environ 300 mètres du lieu de découverte du corps, mais aucune trace de brasier sur place.
L'autopsie va révéler que la jeune femme a été battue, rouée de coups plutôt. Presque l'intégralité de ses os sont détruits. Elle est sûrement décédée à cause d'une hémorragie interne, mais l'état du corps ne permet pas de déterminer exactement les causes de la mort, ni même le moment. Ce qui apparaît, c'est qu'elle a certainement été brûlée pendant plusieurs heures dans un espace fermé, un silo, un cylindre. Des traces de sperme sont également retrouvées, mais ne permettent pas d'identification ADN. Ce qui est certain pour les enquêteurs à ce moment-là, c'est qu'elle a été tuée à un endroit, qu'elle a ensuite été déplacée pour être brûlée, et qu'elle a de nouveau été déplacée pour se retrouver dans le bois où on a retrouvé son corps, le tout dans la nuit du lundi au mardi. Un voisin aura d'ailleurs entendu son chien aboyer à 2h du matin puis à 5h du matin. L'auteur du meurtre aurait donc déplacé le corps à ce moment-là. Cette femme sera finalement identifiée comme étant Magali à cause d'une gourmette et d'autres bijoux, et son époux sera prévenu. Dès l'ouverture de cette enquête pour meurtre, plusieurs questions sont donc à élucider. Qu'a fait Magali durant les heures précédant sa disparition? Qui l'a tuée? Où a-t-elle été tuée? Et surtout pourquoi? Ce jour-là, Magali va être aperçue par 3 témoins à une dizaine de kilomètres de chez elle. Sauf qu'elle n'a pas de voiture, donc elle a nécessairement été amenée par quelqu'un. Finalement, ces témoignages seront remis en question plus tard dans l'enquête, et donc le moment exact de la disparition de Magali reste inconnu à ce jour. Mais les enquêteurs vont observer qu'entre 13h03 et 13h06, 2 tentatives de retrait à des guichets de banque vont être effectuées avec la carte de Magali. Au même moment, une tentative avec la carte de son époux réussit. Quelqu'un aurait donc peut-être la carte de Magali à ce moment-là, son code, et essayerait de vider son compte. On analyse aussi l'activité du téléphone de Magali, et les enquêteurs constatent que la dernière activité remonte à la veille au soir, vers 22h, lorsqu'elle a consulté sa messagerie. Et c'est étrange parce que son amie Farida devait ce jour-là venir la chercher, sauf qu'elle n'a pas pu. Si Magali avait été en vie, elle aurait sûrement appelé son amie pour savoir si elle venait, si elle avait un empêchement. Mais aucun appel ne sera passé ce jour-là. Pour la famille de Magali et ses amis, c'est clair, elle a rencontré quelqu'un qu'elle connaissait et l'a suivi. Durant plusieurs années, l'enquête va s'enliser et aucun suspect ne se dégage réellement. Sauf qu'en parallèle, une autre affaire va prendre tout l'espace médiatique. L'affaire Flactif a fait couler beaucoup d'encre et a surtout mobilisé sur place beaucoup de policiers et gendarmes. C'est un changement de juge d'instruction en 2004 qui va finalement relancer l'affaire, changer de direction et revenir sur toutes les erreurs qui ont pu être commises depuis le départ. Avant de continuer de vous raconter cette affaire et les rebondissements qu'elle a connus, il faut que je vous explique pourquoi l'affaire Magali Parr n'a pas été résolue rapidement, dès les premières semaines de cette enquête. En effet, lors de la découverte du corps, les gendarmes sont plutôt confiants, et ils vont d'ailleurs demander à la famille de ne pas alerter la presse. Ils ont peur de partir sur des fausses pistes, et surtout que la presse vienne polluer la scène de crime. Sauf qu'ils partent eux-mêmes sur une fausse piste, celle d'un promeneur ou d'un rôdeur qui serait de passage à ce moment-là et qui serait passé à l'acte contre Magali. Vous le savez sûrement, mais dans la majorité des affaires de ce type, c'est l'entourage qui est entendu en premier, qui est suspecté en premier. Et ça paraît logique puisque ce sont les personnes qui connaissent le mieux la victime et qui ont donc plus de chances d'avoir à la fois l'opportunité de passer à l'acte, mais aussi un mobile, une raison de tuer. Dans cette affaire spécifiquement, la violence des coups portés, l'acharnement qu'il y a eu sur le corps, tend à renforcer cette idée de connaissance de la victime. On aurait un crime passionnel, réactionnel, et pas un passage à l'acte par un inconnu. Pourtant, et jusqu'au changement de juge d'instruction en 2004, on va prioriser la thèse d'un inconnu, et on va interroger une dizaine de personnes. Un ami lointain du couple, des squatteurs qui se trouvaient à proximité d'un lieu où elle aurait pu être brûlée, un gitan connu des années avant par Magali et qu'elle aurait croisé une semaine avant. Alors vous vous en doutez, la famille de Magali et surtout son père sentent bien que l'affaire part dans une mauvaise direction. Ils ne parviennent pas à se faire entendre et multiplient avec leur avocat les demandes d'actes pour essayer de pousser les investigations dans un sens qui leur semble plus cohérent avec les faits. Mais ce qu'on peut relever à ce jour, c'est qu'un nombre important d'erreurs ont été commises dans cette instruction. Déjà, lors de la découverte du corps, le promeneur va expliquer que le policier qui arrive en premier semble inexpérimenté, un peu stressé, et qu'il va se garer à 20 cm du pied de la dépouille. Pas génial pour conserver les preuves. Sur place, on va trouver également des traces de pneus qui vont faire l'objet de moulage, mais qui ne vont pas être comparées avec les véhicules des proches.
On ne fouillera aucun coffre et il faudra finalement attendre 5 ans pour que la voiture du père de Geoffrey soit finalement examinée. Cette voiture avait depuis été vendue en République tchèque. Le mégot qui avait été retrouvé sur place est analysé 5 ans après également. Et on va découvrir que c'est bien Magali qui l'a fumé, mais pas le jour du meurtre. En tout cas, pas au moment de sa mort. Ça ouvre donc une piste parce que ce mégot aurait été déplacé avec le corps. Sauf que les analyses sont bien trop tardives. Autre fait curieux, Magali était partie promener sa chienne. Cette chienne a été retrouvée 2 jours après le meurtre, propre, sentant encore le parfum de Magali. Ça ne colle pas, compte tenu de la météo, et ça veut dire qu'elle aurait pu être recueillie par le meurtrier. Sauf que ces poils ne seront analysés que 2 ans après, ce qui ne sert plus à rien. Enfin, des journalistes qui suivent l'affaire de près, comme Alain Jourdan, de la Tribune de Genève, vont relever que des traces ADN, des prélèvements ADN qui avaient été effectués, seront perdus pendant 2 ans. Cela ne sera d'ailleurs pas démenti. Cela explique donc sûrement pourquoi les analyses ont autant tardé, ce qui est très préjudiciable dans ce dossier. En effet, dans une affaire criminelle, le temps est précieux. Et il faudra donc attendre 2004 pour relancer l'affaire. Le nouveau juge d'instruction en charge de l'affaire va réorienter celle-ci sur les proches, l'entourage de Magali, et va surtout faire procéder aux investigations qui n'avaient pas été faites, celles dont on a parlé juste avant. 2 suspects seront mis en garde à vue en même temps, le 28 mars 2006. Geoffrey et son père Patrick. Alors pour le mari de Magali, c'est assez évident, comme on l'avait dit, c'est son mari, c'est le suspect numéro 1 dans ce type d'affaires. Les parents de Magali ont d'ailleurs pu faire part d'éléments troublants le concernant, et sur son attitude au moment de la disparition de sa femme. Souvenez-vous, il n'a pas laissé la mère de Magali rentrer dans la salle de bain. Est-ce qu'il avait quelque chose à cacher ? La mère constatera d'ailleurs que le tapis du salon n'est pas là lorsqu'elle vient. Le père de Magali lui aussi posera la question quelque temps après, et il n'obtiendra qu'une réponse assez évasive. Pourtant, Geoffrey affirmera en garde à vue que ce tapis n'a été ni aspiré ni déplacé. Le comportement de l'époux intrigue le père de Magali pour une autre raison. Le soir de la disparition, Geoffrey se met à chercher sa femme avec son ami Roméo. Sauf qu'il se met à chercher à des endroits étranges, dans des talus, derrière des poubelles. Cela alerte le père de Magali, Eric, et il dira d'ailleurs lors d'une interview « Il n'y a que les morts qu'on cherche dans ces endroits-là ». Est-ce que cela veut dire que Geoffrey était déjà au courant du sort qu'avait connu sa femme ? Et enfin, pourquoi est-il allé travailler ce jour-là alors que ce n'était pas prévu ? Ça sera d'ailleurs confirmé par son employeur. Lors de sa garde à vue, il sera longuement interrogé, mais ne reconnaîtra pas le meurtre. Dans une pièce voisine, son père est aussi entendu. En effet, c'est un autre suspect de choix, parce qu'il avait une relation avec Magali très particulière. En effet, Magali est très proche de Patrick, son beau-père, peut-être trop proche pour certains. Il déborde d'attention pour elle, il prend soin d'elle, lui offre des cadeaux, lui fait couler son bain, et lui offrira même des sous-vêtements. Des amis de Magali ont d'ailleurs pu voir ces sous-vêtements avant la disparition de celle-ci. Geoffrey n'est pas au courant de ces cadeaux, et les autres proches de Magali trouvent cette attitude déplacée. Pour le père de Magali, Patrick profiterait sans doute de la naïveté et du goût de Magali pour les cadeaux. Le juge va donc s'interroger sur la nature de la relation entre Magali et Patrick et sur l'alibi qu'il avait pour ce jour-là. Parce qu'en effet, il devait passer ce jour-là au domicile du couple pour récupérer du courrier. C'est ce qu'il fera, et il dira aux enquêteurs lors de sa garde à vue qu'il n'a pas vu Magali, mais qu'il aurait entendu le chien aboyer. Selon sa version, il serait passé à Ornex vers 11h, aurait profité du beau temps là-bas, et aurait mis 1h25 pour rentrer à Genève, là où il habite, en raison des embouteillages. Sauf que cette version ne colle pas du tout. Déjà parce qu'il pleut ce jour-là, et ensuite parce qu'il n'y a pas d'embouteillage. Il aurait donc dû mettre 25 minutes pour rentrer chez lui, et il reste un nombre de questions importantes sur son alibi ce jour-là. Les enquêteurs sont certains qu'il a quitté à 9h39 un hôpital pour une consultation et qu'il est retourné chez lui à 13h30. Mais qu'a-t-il fait entre les deux ? Patrick va nier et va expliquer qu'il ne connaît pas tout d'abord le lieu de découverte du cadavre. Sauf que ce lieu est à 10 minutes de chez lui et il finira par se rappeler y être peut-être allé dans son passé de pompier volontaire. Pour les sous-vêtements, il va nier catégoriquement. Les enquêteurs vont faire une découverte troublante. En effet, le soir de la disparition, à 23h23 environ, son téléphone a activé des bornes à proximité du lieu de découverte du corps.
Sauf qu'il prétend être rentré avant minuit ce jour-là. En réalité, le juge va découvrir que c'est Geoffrey, son fils, qui avait son téléphone le soir de la disparition. Ça va d'ailleurs être confirmé par le père de Magali qui avait pu l'avoir au téléphone sur ce numéro. Alors pourquoi Patrick ne parle pas du fait qu'il a prêté son téléphone à son fils ? Et pourquoi n'explique-t-il pas comment il l'a récupéré le lendemain matin, ce qui a été prouvé par les analyses ? Ces 2 gardes à vue, vous le comprenez, soulèvent beaucoup de questions et répondent à peu d'entre elles. Mais faute d'éléments suffisants, ils sont relâchés tous les 2. L'affaire va rester en l'état pendant plusieurs années, jusqu'en 2010, où le parquet va décider de clôturer cette enquête. Vous vous en doutez, la famille de Magali refuse et va multiplier les actions pour empêcher cette clôture. Ils vont se mobiliser pour que la presse parle de cette affaire, ce qui va être un succès. Cette année-là, l'émission Zone d'ombre de la radio-télévision suisse est diffusée. Elle va revenir en détail sur cette affaire qui n'a pas été résolue et interviewer plusieurs intervenants. Le père de Magali va expliquer qu'il a coupé les ponts avec Geoffrey, qui s'est depuis remarié et a eu des enfants. Il exprime un ressentiment qui est palpable envers son ancien gendre et ne comprend pas pourquoi il ne s'est pas constitué partie civile pour son épouse. Geoffrey, quant à lui, va accepter une interview et va expliquer les difficultés qu'il a rencontrées durant toutes ces années à être accusé à tort. Il va notamment expliquer qu'il a tenté de mettre fin à ses jours en raison du harcèlement qu'il a subi. Plus étonnant, il déclarera qu'il a une idée du coupable, mais il la garde pour lui, il n'en parle pas. Toujours en 2010, l'émission Les Faits de Carl Zéro sur l'affaire Magali Part est diffusée sur 13e rue. L'année suivante, c'est Énergie 12 qui va traiter cette affaire dans Enquête de vérité. Enfin, en 2013, c'est France 2 dans son magazine Non élucidé qui parlera de l'affaire. Durant des années, la famille se bat pour réunir des demandes d'actes pour faire avancer cette enquête. Le 9 avril 2016, le corps sera finalement exhumé à la demande du juge d'instruction pour d'autres analyses ADN. Éric Bertrand dira aux Parisiens « Je le dois à ma fille, je ne lâcherai jamais. Il y a 1 an, j'avais déjà engagé des enquêteurs privés pour travailler sur l'affaire. Le nouveau juge d'instruction qui vient de reprendre le dossier est très motivé. L'exhumation du corps va peut-être nous permettre d'avancer. Je suis persuadée qu'un jour ou l'autre, on arrivera à un résultat et qu'on saura qui a tué ma fille. Les proches déjà suspectés ont dit beaucoup de mensonges. Le mari de Magali n'a jamais rien fait pour retrouver l'assassin de sa femme, mais je ne veux accuser personne sans avoir des preuves. » Et le 15 septembre 2018, Geoffrey met fin à ses jours par pendaison dans son domicile du pays de Gex. Il ne donnera pas d'explication sur son geste. Je ne sais pas comment prendre son suicide. Est-ce un aveu de culpabilité ? Était-il acculé par la police ? Ou le deuil était-il simplement trop dur à vivre ? Je ne sais pas, a confié le père de Magali aux Parisiens. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est finalement de cette affaire ? Depuis 2001, les proches de Magali se battent pour faire éclater la vérité, mais sont confrontés à un nombre important d'erreurs et de mauvaises directions dans ce dossier. Alain Jourdan expliquera notamment dans l'émission Zone d'ombre ce qui, selon lui, a bloqué cette affaire. Pour lui, l'affaire Magali Part a été polluée par une rivalité entre 2 équipes d'enquêteurs, et surtout par l'éloignement géographique. Il expliquera avec ces mots que cette affaire se trouve loin de tout, loin de la juridiction, loin des médias, et n'intéresse finalement que peu de personnes. Selon lui, la vraie coupable, c'est la justice. Les parents de Magali vont exprimer le regret de ne pas avoir été assez entendus. La mère de Magali dira qu'elle n'a été entendue qu'une seule fois en 10 ans. Maître Rimondi multiplie quant à lui les demandes d'actes pour éviter que cette affaire ne soit prescrite, clôturée définitivement, et qu'on ne puisse jamais condamner l'auteur des faits. Sauf que l'ancienneté de ce dossier rend de plus en plus compliqué, chaque jour qui passe, la découverte de la vérité. À la lecture de ces faits, 2 suspects restent aujourd'hui identifiés, Geoffrey et son père Patrick. Selon moi, 2 hypothèses sont ouvertes. La première, c'est que la relation entre Patrick et Magali n'a pas plu à Geoffrey. Il a fini par la découvrir et, pris de colère, il s'en est pris à son épouse. Il aurait peut-être alors appelé son père pour l'aider à faire disparaître le corps et aurait brûlé le cadavre dans la salle de bain. Le cadavre aurait pu être emmené avec le tapis qui a disparu et père et fils auraient pu être liés dans cette disparition macabre. L'autre hypothèse serait que Patrick serait le coupable. Il n'aurait peut-être pas accepté que Magali refuse ses avances et serait passé à l'acte. Il aurait peut-être trouvé un moyen d'impliquer son fils dans la disparition de son épouse.
Les deux hommes sont liés par cette histoire funeste, mais je le rappelle, la présomption d'innocence existe, et à ce jour, ils sont toujours considérés comme innocents. C'est tout pour cette affaire et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous propose pour la prochaine vidéo de passer au département suivant. À la prochaine!